Bonjour et bienvenue dans la saison 1 des Murmures du corps, le podcast qui vous invite à explorer et éclairer les empreintes invisibles de votre histoire. Je suis Anaëlle Lecoquic, docteure en pharmacie, thérapeute en mémoire cellulaire et conférencière. J'exerce entre la France et l'Inde et c'est à la croisée de ces chemins que je vous invite à entrer dans ce voyage intérieur. Dans ce podcast, nous parlerons bien sûr de mémoire cellulaire, mais aussi de psychogénéalogie, d'héritages invisibles, de ces empreintes inscrites dans le corps que parfois nous ne voulons pas voir. Nous aborderons le déni, l'oubli et ce droit fondamental à ne pas pardonner quand l'histoire est trop lourde. Chaque épisode est une invitation à voir, à accepter et peu à peu à transformer le regard que vous portez sur votre histoire. Bienvenue dans les Murmures du corps. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Isabelle Paco. Isabelle vit ici en Inde depuis 17 ans et elle travaille au département des parfums de l'ashram de Mer et Sri Aurobindo à Pondichéry, particulièrement dans la section aromathérapie avec les huiles essentielles et les attars, ces parfums traditionnels indiens obtenus par distillation lente, profondément liés au végétal, à la terre et au temps. Son approche est ancrée dans le corps, dans le sensible, dans l'expérience directe, loin des recettes toutes faites, et c'est précisément ce qui m'a donné envie de l'inviter aujourd'hui. Avant d'entrer dans le cœur de notre échange autour de l'olfactothérapie et de la mémoire du corps, je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse se présenter, nous dire son parcours, ce qui l'a menée à vivre et à travailler ici, en Inde, et la façon dont elle est entrée en relation avec le monde des senteurs. Bonjour Isabelle et bienvenue dans ce murmure. Bonjour Anaëlle et merci de m'accueillir au sein de ce podcast Les Murmures du corps. Alors je suis en Inde depuis maintenant 17 ans. Ça a été une étape particulière de mon parcours. On pourrait dire que ça a changé ma vie. Je suis arrivée un peu par hasard ici, mais y a-t-il du hasard ? En tout cas, j'ai eu la chance d'être conduite dès mon arrivée au département des senteurs de l'ashram et on m'a confié dès le départ la section aromathérapie qui a été un point de départ en fait de mon exploration indienne et aussi spirituelle à travers le yoga intégral. Et depuis, je n'ai eu de cesse que d'explorer, de développer cette expérience, d'apprendre à travers toutes les rencontres que j'ai eu la chance d'avoir sur ce monde particulier qui est l'olfaction, avec, comme tu l'as dit au départ, à la fois les huiles essentielles et les attars, qui sont des essences faites avec un procédé particulier sur lequel on pourra revenir. Ce qui me touche particulièrement dans ton parcours, Isabelle, c'est ton lien, donc de longue date, 17 ans, avec ce lieu et cette tradition vivante que représente l'ashram de Mira Alfassa, qu'on appelle Mer et Sri Aurobindo, où tu es également volontaire. Pour celles et ceux qui nous écoutent, cet ashram n'est pas seulement un lieu spirituel au sens classique du terme, c'est aussi un lieu d'expérimentation, de transformation intérieure, où le corps, la conscience et la matière ne sont jamais séparés. C'est ce que Sri Aurobindo a appelé le yoga intégral. Dans ce yoga de Mira Alfassa, la mère, et Sri Aurobindo, le corps n'est pas vu comme un obstacle, mais comme un lieu de passage, comme une porte, comme un espace de mémoire, de transformation, presque une matière consciente, qui convient de rendre plus souple et prêt à accompagner et à harmoniser les différents plans de l'être. Le corps est un fondement indispensable pour développer la conscience, la force
intérieur. Et je trouve que cela crée un premier lien très fort avec ce que nous appelons aujourd'hui, dans nos pratiques contemporaines, la mémoire cellulaire. Est-ce que tu pourrais nous dire, Isabelle, ce que représente pour toi ce lien avec l'ashram et en quoi cette philosophie, celle de Mira Alfassa, la mère, et Sri Aurobindo, a nourri ta manière de travailler avec les odeurs, les senteurs, le corps et la mémoire? Alors, c'est pas toujours facile de parler d'une connexion qui est bien sûr très personnelle. Il me semble que mon lien avec l'ashram, c'est une connexion avec l'amour inconditionnel. Le yoga intégral, son approche et bien sûr mon immersion au sein de l'ashram dans le département des parfums, où je me suis vue confier la section aromathérapie, m'a permis d'apprendre, de recevoir la connaissance et de pouvoir développer avec l'olfaction une perception plus fine de ce que le corps sait et d'apprendre avec une expérience que je nomme une expérience olfactive à l'aveugle. Ça m'a permis de développer ce ressenti et aussi de pouvoir le partager à toutes les personnes qui viennent au senteur, au département des senteurs. Ce qui m'interpelle en t'écoutant, Isabelle, c'est à quel point cette vision du corps, telle qu'elle est portée, qu'elle a été portée par Mira Alfassa et Sri Aurobindo et qui continue à être portée par leurs écrits jusqu'à aujourd'hui, résonne avec ce que nous observons dans nos pratiques contemporaines. L'idée que le corps ne soit pas seulement un support, un véhicule, mais un lieu vivant de conscience, de mémoire et de possibilité de transformation, un lieu où quelque chose œuvre souvent en silence. Et quand on parle de mémoire, on pense spontanément à des souvenirs, à des récits, à des images. Or, dans la pratique de la mémoire cellulaire, nous rencontrons très souvent autre chose, des sensations, des émotions diffuses, des mouvements intérieurs qui apparaissent avant les mots, parfois même sans qu'un souvenir précis ne puisse être identifié. Et c'est exactement là que l'olfactothérapie me semble trouver une place très juste. Parce que l'odeur, par sa nature même, ne demande pas d'effort mental. Tu me diras si tu es d'accord avec moi, Isabelle. Elle agit directement, elle traverse, elle touche le corps sans passer d'abord par l'analyse et l'interprétation. Et j'aimerais maintenant que l'on rentre plus concrètement dans ton travail avec les odeurs, les senteurs, les huiles essentielles, les attars, non pas pour expliquer une méthode, mais pour comprendre, à partir de ton expérience, donc de plus de 15 ans, comment une odeur peut devenir un point de contact avec la mémoire du corps, parfois très ancienne, qu'elle soit personnelle ou peut-être transgénérationnelle, parfois impossible à raconter, mais néanmoins bien vivante dans notre corps. Quand tu proposes une senteur, donc une huile essentielle ou un attar à quelqu'un, qu'est-ce que tu observes en premier avant même que la personne ne prenne la parole? La manière dont je travaille, c'est d'abord une observation et dans le protocole qu'on ne va peut-être pas expliquer ici, puisque c'est pas l'idée d'expliquer la méthode. Mais ce qui se passe, c'est que déjà lors du premier contact, je demande aux personnes de s'asseoir, de poser les pieds par terre. Et il y a déjà une connexion qui se fait de personne à personne avec des indications qui vont être utiles pour le déroulé de la découverte, qui sont la posture, comment on se tient, qui peuvent être comment on porte la voix, qui peut être la carnation de la peau, comment on se tient, les yeux, comment le visage, le corps bouge, puisque ça donne déjà une idée
de ce qui se passe à l'intérieur. En fait, le corps exprime à travers son expression l'état dans lequel il est, et c'est le début de l'aventure pour explorer la suite par rapport aux huiles essentielles, aux attars et l'olfaction. Dans la vision de Mira Alfassa et Sri Aurobindo, tout du moins ce que j'ai pu en comprendre jusqu'à aujourd'hui, le corps n'est pas un obstacle à dépasser, mais un lieu de transformation consciente, tout du moins une possibilité de transformation. Est-ce que tu retrouves cette idée dans ton travail au Senteur ? Oui, bien sûr, puisque à travers la découverte olfactive, je propose aux personnes de sentir une huile, donc sans savoir ce que c'est, puisque nous savons que les essences et l'odorat passent pas par le mental, et que si on connaît le nom, on va très vite se connecter à ce qu'on sait, et ce n'est pas l'idée. Donc sans savoir, on permet à travers l'odeur de cette essence, de cette plante, de pouvoir se connecter au corps. Et ensuite, l'idée, c'est de ne pas chercher ce que c'est, parce que si on a envie de reconnaître, on va à nouveau se reconnecter au mental, et c'est toujours pas l'idée. Alors quelquefois c'est difficile de ne pas le faire, et si on le fait, c'est ok. Mais si on n'est pas dans cette recherche de quelle essence vient d'être sentie, on peut peut-être ou pas pouvoir découvrir, ressentir à quel endroit du corps il se passe quelque chose. Avant de passer au ressenti, ce que je propose, en fait, puisque c'est la première manière que le corps a de nous parler, c'est: est-ce que vous aimez cette huile? Est-ce que vous ne l'aimez pas? Ou est-ce que vous ne savez pas? Ça, en général, c'est plutôt assez accessible, parce que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Et si c'est possible, on peut, après cela, voir comment une huile réagit et quelles sensations physiques elle nous donne. Alors, ça peut être de différentes manières. C'est quelque chose qui peut avoir un ressenti au niveau des pieds. C'est quelque chose qui peut être ressenti au niveau des jambes, au niveau du plexus, au niveau du cœur, au niveau de la tête, devant, derrière, sur le côté. C'est aussi quelque chose qui peut s'exprimer avec des mots, c'est-à-dire il y a des mots qui viennent, ou des images, ou des souvenirs. Merci pour cette description très précise. Et j'ai envie de te poser une nouvelle question qui me semble peut-être un peu orientée, mais j'ai quand même envie de la poser. Est-ce que l'olfactothérapie te semble être une manière très concrète de travailler avec la matière vivante, les plantes, les essences, sans jamais les dissocier de la conscience? C'est pas facile de répondre. De mon expérience, alors les plantes, elles ont, à travers ce processus de distillation que l'on connaît bien dans les huiles essentielles et qui est plus particulier dans les attars, on récolte ce qu'on appelle des molécules chimiques qui ont des propriétés physiques, mais aussi on travaille avec ces essences qui portent en elles, alors on peut dire l'ADN de la plante, l'esprit de la plante, l'énergie de la plante. Et ce qui est important et intéressant d'observer quand on fait cette découverte olfactive, c'est que chaque personne va réagir différemment avec l'odeur qu'elle est en train de respirer. Et elle réagit différemment parce que, en fait, ça nous parle de ce qui est dans le corps,
d'une information qui est dans le corps, et chacun est différent, d'une part, et d'autre part, nous sommes nous-mêmes à des moments différents sensibles, où nous réagissons, où le corps nous donne des informations différentes. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Il n'y a aucune bonne ou mauvaise réponse. C'est surtout et avant tout un partage d'expériences ici, en Inde, à Pondichéry, à travers le regard d'une femme qui est née et qui a vécu longtemps en France. Et j'aimerais maintenant savoir, alors je ne sais pas si la réponse sera la bonne ou la mauvaise, n'est-ce pas ? Quand tu accompagnes quelqu'un avec une odeur, est-ce que tu as le sentiment que quelque chose, je ne sais pas si s'ajuster, c'est le bon verbe, mais s'ajuste ou bouge ou se transforme, se met en mouvement, au-delà de ce qu'on pourrait percevoir comme quelque chose de compréhensible, avec du coup la tête et le mental? C'est encore une question difficile. Alors, ce que je peux observer à travers ces années d'expérience d'olfaction, c'est que en respirant une huile essentielle ou attar, le corps réagit et le corps donne une information. Et à travers ce protocole, l'idée, c'est d'essayer d'entendre ce que le corps dit, en tout cas d'être sensible à ce qu'il dit. Et à travers cette information, ce ressenti, il semble que ça donne conscience à ce que nous sommes, ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que par rapport à, on va prendre un exemple précis, je vais prendre d'abord une essence, par exemple le bois de rose, qui est une huile essentielle avec laquelle je travaille. C'est une huile qui, sur un aspect physique, est régénérante. C'est une huile qui est beaucoup utilisée en cosmétique, anti-âge, anti-rides, et que là, dans le cadre du parcours olfactif, on utilise pour ses propriétés énergétiques et vibratoires. Donc, la régénération. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en respirant cette huile, le corps peut se sentir en harmonie et en équilibre avec cette huile, parce que justement, il permet d'accompagner, de soutenir le corps pour le régénérer. Et également, cette huile, on dit que c'est l'huile de la joie. Et donc, dans 99,90% des cas, quand les personnes sentent cette huile, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre très fort physiquement, que l'on peut observer sur le visage. Et donc, l'information qui est donnée au corps à travers l'olfaction permet au corps de se nourrir et de se sentir soutenu et accompagné, et aussi d'être plus conscient, puisque c'était ta question, parce qu'il permet de reconnaître ce qui est dans le corps à travers la sensation que provoque l'olfaction d'une huile particulière. Merci. Comme vous l'aurez compris, l'envie de cet épisode de podcast, c'est de faire un pont entre l'olfactothérapie et la mémoire, la conscience cellulaire. J'ai donc une nouvelle question. Est-ce que dans ton expérience, Isabelle, travailler avec les odeurs, donc les senteurs, peut soutenir une forme de présence plus fine, peut-être plus ajustée au corps, plutôt qu'une recherche de résultats dans lequel on est beaucoup, ou de compréhension?
Alors, comme on a évoqué au début que ça passe pas par le mental, puisque initialement on ne sait pas de quoi il s'agit, et même quand on découvre le nom, on ne sait pas forcément quelles sont les propriétés. La manière dont on l'expérimente, c'est uniquement la relation du corps avec l'olfaction. Et dans le ressenti, ça permet en fait de donner au corps un soutien, de l'accompagner. Ça peut être pour le soutenir, l'aider dans une problématique, dans une difficulté, et de lui donner un réconfort, un accompagnement. Et en même temps, la manière dont on utilise les huiles, c'est pas forcément directement mental. Ça peut être une huile qui vient à vous, quelque chose qui va faire que vous allez devant différentes huiles en choisir une plutôt que l'autre, parce que la connexion s'établit directement. Et c'est cette huile que vous allez avoir besoin, qui va vous faire du bien et qui va permettre à la fois soit de traverser une difficulté, ou alors de transformer une difficulté en quelque chose de différent. Est-ce que tu serais d'accord pour nous partager une de tes dernières sessions d'olfactothérapie, un des derniers, j'allais dire entre guillemets, cas que tu as rencontrés là dans les jours ou les semaines qui viennent de s'écouler au senteur? Alors des expériences, il y en a tous les jours, plusieurs. Donc je vais juste me connecter à celle qui est venue quand je t'ai entendu poser la question. Il y a quelques jours, j'ai eu une personne qui était venue une semaine avant et qui avait compris, entendu que je proposais ces découvertes olfactives. Et donc, elle revient, s'assoit devant moi. Je lui demande donc de mettre ses pieds par terre, de poser son sac, son téléphone. Et nous voici prêtes pour faire cette découverte olfactive. Tout en commençant, je lui demande si elle a quelque chose qu'elle est en train de traverser, si elle a une question, si elle a un sujet qu'elle souhaite évoquer. Et très vite, elle évoque le sujet de sa fille, qui a 21 ans, qui est étudiante en prépa ingénieur et qui traverse une grande difficulté parce qu'elle est énormément stressée, elle est énormément fatiguée et visiblement dans une relation très proche avec sa mère, qui est à Pondichéry en voyage. Elle lui demande de l'aide. Donc sa maman évoque le fait que finalement la demande n'est pas pour elle, mais pour sa fille. Et là, je lui demande quelle est la connexion avec sa fille. Donc elle me dit qu'elles sont très proches, très soudées. Et je lui propose donc de faire la découverte pour sa fille, à travers sa fille, en se connectant avec sa fille. Et je commence à poser des questions sur sa fille. Et depuis quand elle a ces problèmes de stress, d'anxiété, comment c'est arrivé, à quel moment c'est arrivé, qu'est-ce qui a été fait à ce moment-là pour se soigner, pour transformer ses difficultés. Et sans dévoiler l'entièreté du sujet, j'observe que je suis face à une jeune femme qui semble souffrir beaucoup de stress, d'anxiété, de difficultés face à ses études
et aussi face au corps. Visiblement, elle est fatiguée, elle est un peu stressée. Et en même temps, les questions que je pose à sa maman m'informent que c'est une enfant, une adulte, jeune adulte, qui est plutôt très ancrée, qui a bien les pieds sur terre, et qui à la fois aussi est très ouverte, on va dire plus vers le haut, avec une créativité assez développée. Donc, ça me permet d'identifier que on n'est peut-être pas dans la nécessité d'un ancrage, d'une part, et peut-être pas non plus dans la nécessité d'une ouverture qu'on peut dire spirituelle ou liée à la créativité, mais que les difficultés se passent plutôt au niveau du cœur et plus largement du haut du corps. Et là, on commence à ressentir des huiles et apparaît très vite que c'est la camomille romaine qui convient à la maman, bien sûr pour sa fille, puisque nous sommes en train de faire cette exploration. Et en même temps, j'ai tout de même l'idée que cela pourrait avoir du sens de vérifier l'ancrage et l'ouverture. Donc, en termes d'ancrage, on travaille avec un attar qui s'appelle Miti, qui est un attar qui est issu de la terre, mais je pense qu'on reviendra là-dessus dans un autre épisode avec Anaëlle. Et il apparaît que cet attar parle à la maman, mais sans plus, alors que vraiment la connexion avec la camomille romaine est vraiment immédiate, très forte, et elle dit mais c'est ça dont j'ai besoin, c'est ça qu'il nous faut. Je connecte quand même avec une huile d'ouverture qui est aussi un attar, qui est le lotus. Et là, il se passe quelque chose d'assez banal, c'est-à-dire que c'est bien, mais sans plus. Donc, ça me permet en fait de vérifier à ce moment-là que le corps ne semble pas être en besoin à la fois d'ancrage et d'ouverture. Néanmoins, il y a une autre huile qui est le bois de cèdre de l'Himalaya, qui est assez différent du bois de cèdre de l'Atlas et des États-Unis, qui est celui qu'on utilise en Europe, puisque tout ce qui vient de l'Himalaya est un peu particulier, on va dire. Et là, cette huile, en fait, qui est à la fois une huile d'ancrage, d'enracinement et d'ouverture, et qui, en plus de ces propriétés-là, avec cet arbre qui est très droit, très fort, permet une excellente circulation entre le haut et le bas. C'est-à-dire ça monte et ça descend, et c'est très fluide, très harmonieux. Et si on relie au cas de cette jeune fille qui à la fois semblait ancrée, peut-être enracinée, mais je ne suis pas allée jusque-là, et ouverte, il semblerait que peut-être c'est justement la circulation entre les deux qui pouvait poser une difficulté. Donc, la maman n'aime pas le bois de cèdre de l'Himalaya dans un premier temps. Et je refais sentir à plusieurs reprises. Et là, la connexion s'établit et semble répondre et parler plus précisément à la maman. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de l'échange, cette maman exprime qu'elle aussi, elle a eu ce problème-là, qu'elle a fait un burn-out il y a à peu près une dizaine d'années, que maintenant elle est plutôt bien remise, et que, en fait, ces difficultés sont dans la généalogie de la famille, puisque le père, à ma demande, c'est ce qu'elle explique, le grand-père avait cette injonction familiale de réussite, de n'exister qu'à travers la réussite, le travail, la concrétisation,
qui s'était manifesté chez la maman qui avait fait un burn-out il y a 10 ans et qui peut-être se reproduit chez la jeune fille aujourd'hui dans le cadre de ses études. Donc finalement, c'est la camomille romaine qui a emporté la mise, on va dire, et aussi une expérimentation à travers un mélange qui est une autre manière de travailler avec les huiles. Donc un mélange qui s'appelle Volonté, qui lui est composé à la fois de camomille romaine, de vétiver et d'ylang-ylang. Et ce mélange aussi parlait à la maman. Il faut savoir que c'est deux manières très différentes de travailler. C'est-à-dire que quand on travaille avec une huile toute seule, on donne une information au corps et c'est un parti pris de donner cette information, et le corps ne peut pas faire trop différemment que de réagir, d'intégrer cette plante et comment peut-on dire, de réagir, de l'intégrer et de faire avec. C'est-à-dire que ça répond à une action de la personne, même si elle peut être intuitive. C'est pas forcément, on décide pas forcément d'utiliser cette huile parce qu'on connaît ses propriétés, mais parce qu'à un moment donné, c'est celle qui vient. Et de manière différente, quand on travaille avec un blend, c'est-à-dire un mélange, on va dire, qui est un mélange pur d'essence et d'attar, ou que d'essence ou que d'attar, peu importe, comme c'est le cas de ce mélange Volonté, qui contient à la fois de la camomille romaine, de l'ylang-ylang et du vétiver, on donne au corps quelque chose qui, on va dire, est plus doux. C'est-à-dire qu'il va recevoir un mélange et le corps va choisir ce dont il a besoin à un moment donné dans ce qui est dans ce mélange. Donc je pourrais en parler pendant des heures, c'est tellement passionnant. Mais pour conclure, la maman a pris à la fois la camomille romaine, parce qu'elle pensait qu'à un moment donné, ça pouvait aider vraiment de manière ciblée avec cette huile qu'elle avait ressentie à la fois ronde, très dense, très accompagnante, très soutenante, et à la fois ce mélange dans lequel elle ressentait bien sûr moins la camomille romaine puisqu'elle était associée à quelque chose, mais qui pouvait aussi avoir quelque chose de plus doux et qui pouvait avoir du sens. Et ce qui était intéressant aussi dans cette expérience, c'est que finalement, la maman a pris à la fois la camomille romaine et le mélange Volonté pour elle et pour sa fille. Donc dans une connexion et dans l'idée peut-être qu'elles avaient à la fois besoin des mêmes choses et qu'elles pouvaient soutenir leur corps avec le même type d'essence. Effectivement, on voit qu'il y a une vraie passion pour l'olfactothérapie, et je pense qu'on fera d'autres épisodes pour creuser certains sujets qui me tiennent à cœur. On va aller doucement vers la clôture de cet épisode. Est-ce que si tu devais résumer en quelques mots ce que l'odeur, donc la senteur, permet d'ouvrir dans un travail de mémoire corporelle, donc de mémoire cellulaire, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire en quelques mots ? Qu'est-ce qu'on pourrait retenir comme pont entre l'olfactothérapie, tout du moins ce que tu proposes ici en Inde, à Pondichéry, au département des senteurs, et la mémoire cellulaire ? Alors, à travers ces plus de 15 ans d'expérience, j'ai observé qu'en sentant une odeur, une huile ou un attar, ça donnait accès à une information. Donc, au début, j'ai parlé de l'information du ressenti du corps, mais ça permet aussi d'accéder à des informations qui peuvent se traduire en mots. Par exemple, souvent, je dis « Depuis quand vous avez une migraine ?» Et la plupart du temps, la réponse est « Il y a longtemps. » Oui, mais longtemps, c'était quand ? Oui, il y a quelques années.
Oui, ok. Est-ce que vous vous souvenez à quelle date? Non. Et en fait, très vite, en étant en contact avec une odeur, j'ai observé que ça permettait de donner une date, par exemple. Et ça permet de faire remonter des informations qui n'étaient pas forcément accessibles. Et ça m'est arrivé, c'est assez marrant pour l'anecdote, de poser la question à un client, depuis quand vous avez ce problème de dos? Et il dit je ne sais pas. Et il revient 15 jours après, moi j'avais un peu oublié sa tête, et il me dit j'ai trouvé, j'ai eu l'information. Donc en fait, pour moi, l'olfaction est vraiment un moyen puissant de se connecter aux informations du corps à travers ce que je viens de raconter, les ressentis, les mots, les images. Et ce qui me paraît important de dire, c'est qu'il n'y a pas que ça. C'est aussi, il se passe des choses de manière plus subtile qui ne viennent pas forcément à notre conscience, que l'on pourrait décrire avec des mots, mais il se passe quelque chose dans le corps, en fait. Et c'est ça que j'ai pu observer. Souvent, il y a des personnes qui viennent et qui disent voilà, cette huile, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a permis de transformer quelque chose. Et voilà, c'est une connexion de la plante avec la conscience. Ça apporte quelque chose et ça transforme. Je crois que ça transforme. C'est vrai que régulièrement, en séance, les gens n'ont plus le souvenir d'une période ou d'une année. Et donc, ça m'interpelle ce que tu dis sur l'intérêt peut-être d'inclure dans certaines séances des huiles essentielles ou des attars qui permettent de se reconnecter à certains événements ou périodes de notre vie qui permettent de travailler plus en profondeur sur un sujet. Voilà, donc ça, c'est pour le futur, on va dire. Il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est ce sentiment que dans notre époque, tout va toujours plus vite, qu'il faut qu'on se dépêche, que tout est dans l'immédiateté, que c'est là, tout de suite, maintenant, qu'il faut que ça se passe, qu'on n'a pas d'autre choix. Et j'ai l'impression que peut-être de temps en temps, on pourrait essayer, tout du moins, de ralentir, de lâcher le rythme auquel on est tellement habitué. Est-ce que l'olfactothérapie, à travers certaines huiles, bien sûr, ou attars que tu pourrais choisir, pourrait nous inviter à ce ralentissement qui me semble important dans certaines parties, soit de notre journée, soit de notre semaine? C'est une grande question. Alors, en t'écoutant formuler la question, ce qui me venait, c'est que l'olfaction est quelque chose de très rapide. Ça va très vite. Et en même temps, en écoutant ta question jusqu'au bout, attentivement, comme l'olfaction permet de se connecter au corps, et à la fois de notre conscience du corps et plus, elle ralentit forcément parce que quand, par exemple, on va prendre la rose, qui est une huile qui est connue dans toutes les traditions, en fait, comme l'ouverture du cœur, l'amour, si tu te connectes, tu sens la rose, tu vas pouvoir ressentir à travers ton corps quelque chose qui est une ouverture du cœur, quelque chose qui est de l'ordre de la sécurité, de l'amour, ou tu vas aussi peut-être être en connexion différemment avec les autres, dans ta manière de recevoir ou dans ta manière de donner ou même d'être avec toi. Et pour ça, pour moi, ça exprime le ralentissement. Parce que si je suis en conscience de qu'est-ce qui se passe autour de moi, et je pense que l'olfaction, à travers les huiles, offre vraiment cette possibilité,
je vais forcément être dans du ralentissement. Ça ne veut pas dire que je vais rester sur mon lit à attendre que ça se passe. Je vais continuer dans la vie, dans le quotidien, dans la matière, mais avec quelque chose de différent. Parce qu'en fait, quand je vais utiliser cette huile au quotidien, je vais peut-être pas à chaque fois ressentir ce qui se passe dans le corps, parce que je vais pas être assis, posé. Mais le corps aura entendu cette information et il va être capable de la reproduire, de m'offrir encore et encore cette propriété. Et peut-être qu'à un moment donné, je n'aurai plus forcément besoin de la rose parce que ce travail aura été fait, d'ouverture du cœur, d'accueil, d'offrir, mais peut-être que je vais pouvoir me connecter à autre chose parce que j'aurai besoin d'autre chose et que ça va encore m'aider plus pour être conscient, ouvert et percevoir au plus finement ce que le corps me dit, ce qu'il a à me raconter pour toujours la même idée de transformer. Ce que j'aime dans ta description, c'est qu'on n'est pas obligé d'opposer. Si j'ai bien compris, on peut rapidement apprendre à ralentir. Et je trouve ça génial. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cet épisode. Merci beaucoup, Isabelle. Et on fera 1 ou 2 autres épisodes parce qu'il y a des questions qui sont venues en t'écoutant. Et puis, il y a aussi de la curiosité sur les attards et sur d'autres sujets qu'on vient d'évoquer. Avec grand plaisir. C'est un monde infini et tellement passionnant que je répondrai avec plaisir aux questions et j'aurai à cœur à partager toute cette connaissance qui m'a été transmise et qui est aussi le fruit de l'expérience. Donc merci Anaëlle et à bientôt. Merci Isabelle et donc, juste pour dire où on peut te trouver dans Pondichéry, donc c'est au Senteur, rue Saint-Gilles, dans la Ville Blanche. Voilà, à bientôt. Pour prolonger ce voyage cellulaire, vous pouvez me retrouver sur lamémoirecellulaire.fr où je partage mes écrits autour de la mémoire du corps. À la semaine prochaine pour un nouveau murmure.